Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz qui va tourner autour de trois principaux sujets. D'abord, cette missive de l'ancien patron de l'Agence nationale des renseignements, Kalev Mouton, qui met en garde le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui l'avait accusé lors de sa dernière matinée politique d'espionner les chefs de l'État dans ses différents voyages à l'extérieur du pays. Et Kalev Mouton a réagi. Il promet également de brandir toutes les preuves concernant l'UDPS. Puis on va prendre la retraite politique de l'UDPS. Comme vous le savez, l'UDPS qui a passé 3 jours de retraite pour évaluer leur partenariat avec le FCC, mais aussi avec l'UNC. On en parle également au cours de cette émission. Puis on va chuter avec la question de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est sujet en tout cas qui fait buzz, qui fait de la polémique, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Voilà donc les menus de votre magazine. Et nous recevons sur ce plateau un habitué d'ailleurs de cette émission, ou sinon de notre chaîne Congo Buzz Télévision. Il s'agit donc de M. Manix Yenda, acteur politique de la mouvance présidentielle, proche de l'honorable Laurent Batoumona. Manix, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation de plus sur Congo Buzz. Comment allez-vous? Très bien, on s'accroche. La politique au Congo, ça va, ça évolue? Oui, la politique évolue avec autant de lectures positives et surtout que je fais partie de cette machine qui, comme on dit, l'appareil de l'État, avec la vision du président de la République, chef de l'État, une vision qui est axée essentiellement sur la bonne gouvernance, que nous faisons d'ailleurs notre champ de bataille, sur la création d'une société solidaire, mais aussi sur la croissance économique durable et sur l'investissement sur l'homme que nous considérons comme notre chantier. Et donc nous avons commencé dans cette première année avec autant de prouesses qui d'ailleurs entrent dans l'actif du président de la République avec comme action phare la gratuité de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans la deuxième année de notre premier quinquennat, effectivement avec autant d'actions parce que cette année a été décrétée comme une année d'action selon le président de la République et nous allons l'accompagner dans ce sens-là. Et donc sur le plan des lectures politiques, je crois que nous sommes dans le bon et tout est au beau fixe. La note, elle reste jusque-là positive. Très bien, alors on va parler de l'actualité. D'abord, Kalev Mouton, ancien patron de notre agence nationale des renseignements, qui met en garde le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, par rapport à tout ce qu'Augustin Kabouya avait dit concernant lui lors de sa dernière matinée politique. Mais avant d'aborder les fonds des salaires, est-ce qu'il est permis pour quelqu'un qui a dirigé les renseignements aujourd'hui d'abord de prendre position pour une famille politique, mais aussi de faire de telles menaces? Je dirais pas du tout. C'est cela même la difficulté avec nos acteurs politiques qui n'arrivent pas à dissocier les statuts d'ordre public de l'État, parce qu'à une certaine mesure, quand vous occupez les responsabilités de l'État, vous êtes tenu à certains principes, vous êtes tenu au secret d'État, et au-delà de cela, lorsque vous occupez la responsabilité au sein d'un parti politique, là je pense que il y a plus de liberté en termes d'expression, il y a plus de liberté en termes d'action, et donc c'est dans ce sens-là qu'il y a beaucoup plus de confusion dans l'agir et dans le fait et geste de beaucoup d'acteurs politiques, et surtout qu'il s'agit d'un secteur aussi sensible comme celui-là, le secteur des renseignements, parce que c'est par là que les informations sensibles de l'État en termes de sécurité, en termes de sauvegarde des acquis de notre République passent. Et donc à celui qui a occupé, surtout au rang du patron de service de notre renseignement, je parle de l'ANER, il est tenu justement du principe justement du respect et de secret absolu pour ne pas exposer l'appareil étatique de notre pays. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut fortement faire la démarcation entre le statut politique et les responsabilités de l'État. Pour ce qui concerne justement Kalev, parce qu'il s'agit de lui qu'on parle, d'ailleurs on n'a pas connu aujourd'hui
comme acteurs ayant œuvré dans le service de renseignement. Je prends l'exemple de Alain Dratundu Liyongo qui était dans le service des renseignements. Ils sont nombreux, mais je pense qu'ils ont eu à observer une attitude de réserve absolue par rapport aux tâches relatives à ce service de renseignement, comparablement à leur statut politique, parce que quand vous tenez de propos sur le plan politique, il y a la dimension politique qui reste là et qui surtout ne doit pas être confondue avec le tâche que vous aviez accompli lorsque vous étiez dans la responsabilité dans ce secteur-là de renseignement de la République démocratique du Congo. Je crois que M. Kalev devrait obtempérer, observer cette démarcation et n'est pas surtout exposer la République, car les questions de renseignement sont des questions éminemment sensibles et importantes, car s'engage l'État. Alors moi j'aimerais bien avoir votre analyse ou commentaire. Je vais prendre un extrait de ce qu'a dit Kalev Mouton. Il dit: dans ces pays, la RDC, nous avons été témoins et même acteurs de plusieurs événements, péripéties, dossiers politiques et autres. Si le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi souhaite voir parler des sourds-muets d'hier et que d'infimes détails soient portés sur la place publique, qu'il continue avec ce genre de provocations. Vous, comme analyste politique, comment vous analysez ou comment vous décryptez ces propos de l'ancien patron des renseignements? Bon, moi je vois son propos ou ses propos beaucoup plus dans un volet plus politique que sécuritaire. Vous savez, nous sommes dans un contexte d'une large compétition politique parce qu'on est dans la démocratie avec le format du multipartisme où il y a d'abord la liberté qui est garantie pour chaque acteur politique de pouvoir s'exprimer, mais c'est reste qu'avec la limite justement que l'État ou la loi, notre loi fondamentale a établi, de ne pas outrager les limites de l'État, troubler l'ordre public de l'État. Je pense que dans un cadre d'expression démocratique, il a le droit de pouvoir s'exprimer, mais son expression ou son discours, moi je voudrais l'enregistrer dans les registres de ce que je considère comme de pétard mouillé. C'est un discours générique qui n'a rien à voir avec l'avancement de la République, et déjà même quand vous lisez ce que vous avez présenté comme l'énoncé de son discours, et donc c'est un discours dépourvu de tout contenu, dépourvu d'une substance qui pouvait peut-être me permettre, en tant qu'acteur politique, à pouvoir décrypter ou encore à faire la lecture, comme vous me demandez de faire tout à l'heure. Et donc, c'est un pétard mouillé, c'est un discours générique, c'est un discours que nous pouvons peut-être prendre en termes de consommation populaire ou consommation politique, mais qui n'aura aucun effet. Et je sais aujourd'hui, si vous regardez l'attitude des acteurs politiques qui composent effectivement le Front commun pour le Congo, ils sont dans une posture des menaces, ils sont dans une posture d'agitation, des crises intempestives, des crises d'épilepsie politique, je ne sais pas pourquoi, mais je comprends à une certaine mesure parce qu'on est effectivement dans une sorte d'antipode, dans une sorte de guerre entre le bien et le mal. Le mal qu'ils défendent en tant que prôneur d'un système très nocif, d'un système très compromettant que le peuple d'ailleurs a sanctionné au travers les élections démocratiques que nous avions connues en 2018. Le peuple a jeté son dévolu sur un autre président de la République qui était le candidat de l'opposition, le candidat de l'UDPS. Le peuple a donné son cutus à celui-là. Je parle donc de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme le commanditaire et le dépositaire d'une autre vision qui n'a rien à voir avec la vision du Front commun pour le Congo. Et donc, Félix Tshisekedi, en tant que défendeur d'un système du bien, en tant que défendeur des intérêts de notre peuple, effectivement, il ne peut qu'être en face de gens qui chercheraient à tout prix mettre le bâton dans la roue pour que la vision de Félix Tshisekedi ne fonctionne pas, qui du reste est une vision qui corrobore avec l'esprit de notre peuple, parce qu'il y a un répondant entre le président de la République et le peuple qui est le vrai détenteur de son pouvoir, un peu à la logique d'Abraham Lincoln lorsqu'il dit que le pouvoir, c'est d'abord le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et donc moi je comprends toutes ces agitations, et d'ailleurs ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous souvenez lorsque le chef de l'État avait lancé justement l'idée de pouvoir déboulonner les systèmes
dictatoriale. Vous avez vu ce genre d'agitation. Vous avez vu lorsque le chef de l'État a rappelé à ces acteurs, aujourd'hui que nous considérons comme des alliés, comme nos partenaires politiques, au nom de la miséricorde politique que le chef de l'État leur a accordée, pour des raisons de l'unité, de fraternité, de concorde et surtout de convivialité politique. Parce que le président de la République est au-dessus de tout, au-dessus de la mêlée. Il est le président de tout le monde, président du FCC, président de l'UDPS, président du PPRD, président de tout autre parti politique. Et donc, il ne peut qu'être guidé par ces valeurs-là que je viens de citer tout à l'heure, valeurs de l'unité. Et par conséquent, il faudrait que tout le monde s'inscrive effectivement dans la logique du président de la République. C'est comme ça qu'il a tendu la main à tout le monde. Mais il a quand même placé un bémol très important à celui qui va vouloir compromettre les intérêts de la République. Et d'ailleurs, en parlant de la coalition, le chef de l'État a soumis tout le Congolais devant le choix entre le FCC et le peuple d'abord. Je crois le choix est très clair. C'est d'abord le peuple que nous devons privilégier en lieu et place de la coalition qui, du reste, est un simple intérêt ou partenariat bilatéral entre deux regroupements politiques. Et donc, à cela, le chef de l'État a dit, si vous me poussez au bout, en tout cas, je veux me permettre de mon droit constitutionnel de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous avez vu les agitations de ces mêmes acteurs politiques. Et donc, c'est cela, il y a un problème, il y a de guéguerre entre les deux systèmes, le système des prédateurs et les systèmes des démocrates, les systèmes des usurpateurs et les systèmes des démocrates, les systèmes de ceux qui ont eu à concentrer le pouvoir de Congolais, un peu à la logique de culte de personnalité, parce que ce genre-là, si vous regardez très bien, il ne jure qu'au nom de Joseph Kabila, au lieu de jurer au nom du peuple. Et je pense que le système démocrate de Félix Tshisekedi va prendre la place et que tous ceux-là qui voudraient se comporter comme des kamikazes, à déposer sur le Congolais de bombes pour exploser notre République, je pense qu'ils n'auront pas de place car le Congo doit être protégé, sauvegardé et nous devons le sauvegarder à bon escient. Très bien. Alors une dernière question pour clore le chapitre Kalev Mouton. Kalev nous révèle ici que les cadres de l'UDPS ont bénéficié des passeports diplomatiques avec la bénédiction de l'ANR. À l'époque, c'était lui qui l'a dirigé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut confirmer ce qui s'est dit à travers l'opinion que l'UDPS a commencé à coopérer ou à négocier avec les régimes Kabila depuis bien longtemps? Je pense que le géniteur de ce propos voudrait tout simplement plébisciter la continuité du mal. Si dans le temps passé, ils se sont permis de faire de la République comme un site touristique où les gens peuvent venir pour découvrir de mots qu'on n'a jamais vus ailleurs, attention, dans le régime de Félix Tshisekedi, ça ne serait pas le cas. C'est comme ça que nous disons, si vous avez eu le temps de vous récréer, il faut savoir qu'il y a un temps où la récréation doit prendre fin. Aujourd'hui, c'est le temps de vouloir respecter la justice. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de l'impunité, ce n'est plus le temps de la corruption, ce n'est plus le temps de gabegie financière, c'est le temps de respecter et de vouloir consolider effectivement les acquis de la République et d'asseoir effectivement un état de droit au moyen de respect des normes. Et je pense qu'aujourd'hui, M. Kalev Mouton ne peut pas se prévaloir effectivement de ce privilège d'avoir outragé le principe sacro-saint de l'État simplement parce qu'ils ont eu à gérer le bâton de commandement de la République. Et donc, si ces choses ont eu à exister dans le temps, on doit se le dire en se regardant droit dans les yeux, dans le régime de Félix Tshisekedi, ce genre de choses ne vont pas se reproduire car nous vivons dans une République qui a pour fondement les respects des normes, les respects des règles de la République. Très bien, alors on va prendre le deuxième thème de l'émission, la retraite politique de l'UDPS. L'UDPS qui, depuis 3 jours, se retrouve au centre Nganda pour évaluer les partenariats avec le FCC, mais aussi avec l'UNC. D'abord, quels sont les enjeux de cette retraite politique de l'UDPS? Bon, je ne voudrais pas utiliser le même concept, bon, c'est vrai, le terme retraite politique, c'est peut-être la denrée que le média, de manière très délibérée, a accepté ou ont accepté d'utiliser, mais il ne s'agit pas d'une retraite politique, c'est plutôt le 3 journées des réflexions. Effectivement, c'est dans le cadre de pouvoir consolider les efforts du parti, réfléchir, faire des états généraux, faire un diagnostic par rapport à la situation politique actuelle et surtout l'UDPS en tant que parti qui a
rafler la majorité présidentielle au moyen des élections démocratiques, crédibles, avec leur candidat aujourd'hui devenu président de la République. Elle a tout intérêt de réfléchir, d'abord de faire une évaluation par rapport à ce qu'ils ont pu réaliser comme travail, au point d'obtenir l'impérium, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi réfléchir par rapport à l'horizon 2023. En tant que parti, vous savez, les missions traditionnelles de chaque parti politique, c'est d'abord la conquête. Cette conquête a été démise, mais aussi l'exercice du pouvoir. Et donc, il y a tout intérêt de s'interroger comment est-ce que nous allons exercer notre pouvoir pour effectivement répondre aux desiderata du peuple. Parce que devant nous, nous avons le plus grand défi à relever. Le peuple attend de nous d'un certain nombre de solutions à leurs problèmes. Et l'UDPS, en tant que parti qui détient le bâton de commandement, qui détient cet impérium, et donc elle a tout intérêt de se recroqueviller dans un coin de la République pour peaufiner des stratégies, réfléchir comment est-ce qu'on va répondre sur le problème par exemple de l'énergie, le problème de l'eau, le problème de l'environnement, le problème ayant trait avec la situation routière, la sécurité de Congolais, etc. Et donc cela constitue pour l'UDPS un véritable cadre, une véritable opportunité que je considère comme un réceptacle des idées où chaque acteur de l'UDPS va devoir contribuer ses idées pour effectivement voir comment est-ce qu'on va guider notre République avec des idées tout à fait constructives. Ça, en tout cas, c'est un droit que nous pouvons reconnaître à chaque parti, mais aussi l'UDPS a la mission de conserver le plus longtemps possible son pouvoir. Aujourd'hui, il a le pouvoir. Demain ou après-demain, et surtout qu'il y a une autre compétition électorale, déjà comme je l'ai dit tantôt, qui se pointe à l'horizon 2023, nous devons réfléchir sur comment est-ce que nous allons accorder un deuxième larron, un deuxième mandat à notre président de la République pour accomplir autant de défis qu'il a réalisés au bénéfice de notre peuple. Quoi de plus normal de se retrouver aujourd'hui au centre Nganda pendant 3 jours pour réfléchir sur toutes ces questions-là. Aujourd'hui, quand vous regardez même au sein de l'échiquier politique congolais, c'est vrai, il y a certaines lectures qui se font sur la manière de faire de l'UDPS, la manière de faire de la mouvance présidentielle, tant sur le plan de la communication. C'est vrai, on déplore un peu une certaine léthargie sur le plan de la communication, on déplore un peu le manque d'homogénéité de discours politique qui caractérise les acteurs de la mouvance présidentielle avec comme locomotive l'UDPS en tant que parti phare. Je crois que toutes ces questions-là peuvent quand même être à l'objet justement de ces 3 jours de réflexion pour voir comment est-ce qu'on peut dégager des vraies pistes de solutions et créer un système politique qui sera au bénéfice de notre peuple. Et surtout, ces systèmes-là sera guidé toujours par des principes démocratiques, avec le respect de principes corollaires de la démocratie, comme le respect de principes de séparation de pouvoir, la garantie de droits et libertés fondamentaux des citoyens, parce que l'UDPS a pour mission progressiste, mission socialiste, mission de sauvegarder les intérêts du peuple. Et c'est ça même l'objet de notre rencontre de l'autre côté, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'UDPS, il y a aussi des alliés de l'UDPS, parce que moi, en tant que proche et communicateur d'un allié, d'ailleurs, l'honorable Laurent Batumona coordonne une structure qui regorge autant de partis politiques et associations alliés de l'UDPS. C'est à ce titre-là que nous participons ensemble avec l'UDPS pour voir comment est-ce qu'on peut peaufiner des stratégies afin de sauvegarder le plus longtemps possible notre pouvoir, notre impérium, que le feu Étienne Tshisekedi Wamolumba réclamait dans le temps. Aujourd'hui, nous avons ce pouvoir-là et donc nous devons le guider en bon père des familles avec des stratégies. Vous savez, en politique, quand vous n'avez pas de stratégie, en tout cas, vous ne devez que prendre vos clics et claques et s'en aller. Et donc, nous avons intérêt à réfléchir et à réfléchir comme il faut, surtout pour mettre aussi la barrière contre les détracteurs, les ennemis de la République, parce qu'on ne peut surtout pas continuer avec toutes ces vicissitudes politiciennes, toutes sortes de dichotomies qu'on a, parce que même dans ces 3 journées de réflexion, il y a la question de la coalition, l'état de la coalition, il y a la plus grande question de savoir est-ce que nous pouvons vraiment marcher avec nos partenaires du Front commun pour le Congo, est-ce qu'il y a de possibilités de pouvoir aménager, de pouvoir quitter nos extrémités comme on en voit aujourd'hui, chacun
tire le drap de son côté, alors que nous, l'UDPS, nous sommes partis au pouvoir, nous avons tout intérêt de diriger la coalition vers une direction qui corrobore avec la vision du président de la République et de surcroît la vision du peuple congolais. Donc ce sont là les questions qui sont justement au centre de ces 3 journées de réflexion et les conclusions certainement vous allez en avoir juste après les assises. Alors vous avez évoqué la question de la rupture avec la coalition. Aujourd'hui, les cadres et militants de l'UDPS ne se voilent pas la face. Ils parlent tous de la rupture, d'abord avec le FCC, mais aussi avec Vital Kamerhe qui forme avec Félix Lekache. Vous avez d'un côté les FCC, dont les ministres, selon les présidents, sont sous pression pour faire obstacle à ces actions. Et de l'autre côté, Vital Kamerhe, son directeur de cabinet, qui est de temps en temps cité dans des dossiers sales. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi d'abord est-ce qu'il ne serait pas dangereux pour les présidents ou l'UDPS d'une manière générale de rompre avec leurs partenaires? Et puis, quel avantage aura les présidents aujourd'hui à faire cavalier solitaire? Bon, nous n'avons pas pris l'option d'être cavalier seul. Et surtout pas, nous n'avons pas pris l'option de pouvoir élaguer certaines personnalités qui ont, de manière très engagée, décidé de marcher avec le président de la République. C'est vrai, à une certaine mesure, il y a eu des discours très singularisés de certains acteurs par rapport aux autres acteurs politiques. Mais bon, quoi de plus normal, parce qu'on est dans un cadre, je l'ai dit au début, l'expression de la très large. Le porte-parole de l'UDPS, c'est quand même à prendre au sérieux. Non mais justement, le porte-parole de l'UDPS, ou encore certains responsables de l'UDPS, c'est vrai, ils engagent le parti. C'est comme ça qu'à cette question, à toutes ces questions qui se posent au sein de l'échiquier politique congolais, le lieu indiqué, c'est effectivement le lieu du débat, sacré débat démocratique. Au moyen de ces 3 jours de réflexion, nous allons justement réfléchir sur la qualité de ce que nous pouvons aujourd'hui considérer comme alliés. Est-ce demain ou après-demain, nous allons continuer à marcher avec nos alliés d'aujourd'hui? Est-ce nos alliés d'aujourd'hui, nous pouvons le considérer toujours comme les alliés de demain? Est-ce ceux avec qui nous partageons aujourd'hui le pouvoir sont imbus de bonne volonté, de pouvoir accompagner le chef de l'État au point de réaliser les défis qu'il a devant son peuple? Et donc, toutes ces questions-là, nous les analysons au travers ces cadres que j'ai considérés comme les réceptacles des idées, et les résolutions seront dégagées, et vous verrez, par le moyen le plus officiel du parti. Je parle donc du secrétariat général de l'UDPS et de la présidence de l'UDPS, assurée par l'honorable Jean-Marc Kabound et le secrétariat par M. Augustin Kabouya, mais aussi au travers les alliés de l'UDPS coordonnés par l'honorable Laurent Batoumouna. Vous aurez effectivement les conclusions nécessaires par rapport à toutes les questions posées. Très bien, alors on va prendre les tout derniers termes de l'émission, dissolution de l'Assemblée nationale, un sujet en tout cas qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous, comme acteur politique, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, quelle est l'opportunité pour les présidents de la République, bien que le président lui-même l'avait dit, il n'a pas cette intention-là de dissoudre l'Assemblée nationale, mais si au cas où on les pousse, il va passer à l'action. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est opportun de réfléchir en termes de dissolution de notre Assemblée nationale? Bon, je ne voudrais peut-être pas prendre cette logique-là, qui est vôtre, de l'opportunité de vouloir dissoudre l'Assemblée nationale ou pas. Je crois que les dispositions de la Constitution sont très claires quant à ce. Je crois qu'il y a l'article 148 qui d'ailleurs donne les possibilités d'abord en termes de délai. La première question qu'on peut se poser, est-ce à ce délai, le chef de l'État a totalisé sa première année pour enfin dissoudre l'Assemblée nationale? Au regard de la lumière, effectivement, de cet article 148 de notre Constitution, je dis oui. Est-ce la deuxième question? Est-ce la crise? Parce que pour que cette dissolution de l'Assemblée nationale soit effective, il faut que la crise soit persistante. Il s'agit d'une crise qui doit justement caractériser les dysfonctionnements entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Est-ce cette crise-là? Elle est persistante. Si c'est le cas, je crois que le chef de l'État a le pouvoir constitutionnel de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais je crois qu'on peut peut-être aller un peu plus loin par rapport à cette question de la dissolution, parce que j'ai entendu
autant d'acteurs politiques, d'ailleurs de grand rang. J'ai même entendu la présidente de l'Assemblée nationale qui est revenue sur cette question, mais malheureusement avec autant d'incohérences, parce que moi qui vous parle, au-delà du fait que je sois un acteur politique, je suis un juriste de formation et je me suis spécialisé effectivement sur les questions de droit constitutionnel. Malheureusement, lorsqu'on parle de la constitution dans notre pays, beaucoup de gens, pour le simple fait que cette constitution a été écrite en français, comme ils savent lire le français, et du coup, ils font ce qu'on appelle une interprétation littérale. Or, il ne faudrait pas simplement interpréter la Constitution de manière littérale, parce que la Constitution a un corps, a une âme, et la Constitution aussi a un esprit. Je voudrais d'abord commencer par décrypter d'abord, analyser l'article 148 de notre Constitution, là où on parle effectivement de la dissolution de l'Assemblée nationale. Je crois que l'article a mis un accent par rapport à la possibilité que l'ordonnance du chef de l'État soit contresignée. Parce que j'ai vu Mme Janine Mabunda revenir sur le point de la sérénité. Elle a dit qu'il y a sérénité entre le Parlement et le gouvernement. Il a prouvé comme exemple justificatif l'adoption du budget qui a été adopté au Parlement, le budget du gouvernement. Elle a aussi évoqué les cas de beaucoup de textes, projets de loi venant du gouvernement et qui ont été adoptés au niveau du Parlement. Mais moi je dis au-delà de cela, il y a quelques faits politiques qui attestent le manque de sérénité entre le Parlement et le gouvernement. Je prends seulement le cas, même si on va peut-être dire le président de la République n'est pas membre du gouvernement, mais on le reconnaît comme le membre absolu de l'exécutif, parce que nous avons un exécutif à caractère bicéphaliste. Il y a d'une part le président de la République et de l'autre côté le gouvernement qui travaille dans une collaboration parfaite. Mais le président de la République a signé des ordonnances qui, par contre, n'ont pas été signées par un ministre connu de tous, connu de par sa couleur et son appartenance politique. La question qu'on peut se poser, est-ce pour le cas de ces dysfonctionnements, le cas du non-respect de l'ordonnance prise par le président de la République, le Parlement a fait son travail naturel d'interroger ce ministre sur le pourquoi du non-respect ou de non-application de l'ordonnance du président. Par contre, le Parlement avait organisé toute une séance pour, en tout cas, vilipender le président de la République. C'est ça le manque de sérénité. Et donc, le Parlement aujourd'hui se comporte comme quelqu'un de mauvaise foi, avec le privilège d'avoir une majorité numérique. Ils se disent, ok, parce que nous sommes majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale, nous pouvons barricader toutes les actions du président de la République. Ça, c'est les dysfonctionnements, effectivement, entre l'institution Parlement et de l'autre côté, l'exécutif, où il y a le gouvernement et le président de la République. Deuxième élément qui justifie les manques de sérénité, contrairement à ce qu'a dit Mme Janine Mabunda, c'est la peunerie qu'il y a eu dans la prison de Makala. Il y a eu des Congolais, des dignes fils de notre pays qui sont décédés par manque des rations alimentaires destinées de manière très normale aux prisonniers de Makala. Et le décaissement de cette ration provient par le ministère de Finances, qui n'a pas... Le ministre de la Justice l'a accusé de débloquer les... Effectivement, le ministre qui n'a pas fait son travail, et nous avions... appartiennent à une même famille politique. Effectivement, nous avions connu de pertes de vies humaines des Congolais. Je me demande, l'autorité de contrôle, les représentants du peuple, qui est donc les parlements, l'Assemblée nationale, pourquoi l'Assemblée nationale n'a-t-elle pas interrogé, ne serait-ce que convoquer le ministre de Finances pour se justifier devant les représentants du peuple? Ça aussi, c'est le manque de sérénité. Et cela crée ou augure, à une certaine mesure, une sorte de crise intentionnelle et voire même persistante entre le fonctionnement du gouvernement avec le fonctionnement de notre Parlement. Et cela peut être un justificatif valable pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Deuxième élément, parce que j'ai entendu Mme Janine Mabunda qui parle de la destitution du président. C'est juriste, semble-t-il. Non, mais tout juriste n'est pas forcément spécialiste de droit constitutionnel. Allez lire l'article 166 de notre Constitution. On parle de la décision de la mise en accusation ou encore de la poursuite du président de la République. Ce qui n'est pas à confondre avec le fait
de mettre en accusation le président de la République. Les parlements n'ont pour rôle à jouer dans ce cas plus précis d'adopter l'idée de pouvoir mettre le président de la République en accusation. Déjà, même la dame a évoqué le cas qui peut faire l'objet de cette destitution du président de la République. Elle a évoqué le cas de l'infraction de la plus haute trahison qui pourrait être commise par le président de la République en violation intentionnelle des dispositions de la Constitution, d'après eux. Mais attention, nous sommes dans un domaine tout à fait pénal. Et le président de la République n'est pas, d'abord sur le plan politique, responsable devant le Parlement. Il n'est pas non plus responsable pénalement devant le Parlement. Son juge naturel, c'est bien connu, la Cour constitutionnelle. Et donc, c'est à la Cour, au moyen de son procureur général près la Cour, qui saisit les parlements adoptent l'idée, et par la suite, l'affaire revient au juge naturel du président de la République, qui procède par moment au jugement proprement dit. Et cela ne veut pas dire si les parlements adoptent l'idée de mettre le président de la République en accusation, d'office le président de la République est condamné. Non, il peut tout comme être acquitté ou encore être condamné. Nous en avions vu avec les cas de Bill Clinton aux États-Unis. Ils ont respecté pratiquement la même procédure avec la nôtre. Mais par après, Bill Clinton avec cette affaire de Monica Lewinsky, il a été acquitté par la justice américaine. Et donc, il ne faudrait pas mettre de confusion. Et enfin, pour peut-être placer un autre accent de précision, c'est par rapport à la qualité de l'ordonnance du président de la République. Vous savez, l'ordonnance du président de la République a deux caractères à noter. Il y a le caractère politique et il y a le caractère administratif. Et c'est dans le caractère politique que le président de la République a ce qu'on appelle en droit le pouvoir propre du président de la République. Là, dans ce cas plus précis, lorsque le président prend ses ordonnances, il n'a pas intérêt à consulter le Premier ministre pour le contreseing, parce qu'il s'agit d'une ordonnance à caractère politique. Et je crois, quand vous lisez l'article 79 de notre Constitution, le Constituant a établi cette démarcation de manière très nette. La Constitution dit clairement, sauf les dispositions, bien évidemment, des ordonnances du président de la République, outre que celles prévues dans l'article 78, 80, 84 et 143 de notre Constitution, les restes des ordonnances sont donc contresignés par les premiers ministres du gouvernement. Ce qui voudrait tout simplement dire qu'il y a la démarcation. Mais la plus grande difficulté que nous avions connue, ça c'est la lecture même de l'esprit de notre Constitution, nous avons reproché un certain nombre de faiblesses à notre Constitution, parce que lorsque nous regardons l'ordonnance qui a pour objet la dissolution de l'Assemblée nationale, du coup on s'interroge sur la simple question de savoir est-ce qu'il s'agit d'une ordonnance à caractère politique ou administratif. Déjà, d'après la logique du Constituant, le Constituant a placé cette ordonnance dans la logique ou dans les registres des ordonnances à caractère administratif. Alors que, même quand vous lisez l'article 12 de la Constitution française, l'article 37 de la Constitution sénégalaise, on place l'ordonnance ayant pour objet la dissolution de l'Assemblée nationale comme des compétences propres au président de la République qu'il ne peut surtout pas partager avec le Premier ministre. Malheureusement, notre Constitution a justement connu ces petites faiblesses et je pense que lorsque nous aurons à reprocher ou encore à réviser notre Constitution, il faudrait interroger un tout petit peu sur le cas de l'article 148 pour élaguer certaines incongruités parce que la Constitution doit être le reflet des réalités en même temps administratives et en même temps politique. Et je chute pour tout simplement dire le président de la République avait tout intérêt de dire, et je crois que c'était même ça le postulat de son discours lorsqu'il s'est entretenu avec le Congolais de la diaspora, il a bien dit que je n'ai pas l'intention de dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez pourquoi le chef de l'État n'a pas cette intention? Parce qu'il sait pertinemment les conséquences qui peuvent encourir. Parce que lorsque nous avons dissous l'Assemblée nationale aujourd'hui, d'office, les régimes politiques de notre pays changent. On quitterait d'un régime semi-parlementaire, tout comme semi-présidentiel, à un régime de monocrature présidentielle, et donc un régime présidentialiste très aigu. Et là, ce serait une manière de fouler à pied tous les efforts
démocratique que nous avions réalisé dans notre parcours historique et démocratique de notre pays. Là, le président de la République sera lui-même le pouvoir judiciaire, lui-même le pouvoir exécutif et peut-être lui-même le pouvoir, je dirais, le pouvoir législatif. Et donc, ça, c'est un grand danger. Et surtout si on n'a peut-être pas, de manière très rapide, organisé les élections anticipées sur le plan de la législative. Mais quand même, si ce gens-là nous amène au bout, le chef de l'État va devoir dissoudre l'Assemblée nationale avec pour possibilité d'organiser les élections anticipées sur le plan de la législative nationale. On nous fait signe déjà que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas craindre qu'un danger ou des incidents malheureux puissent se produire au cas où les présidents arrivaient à dissoudre l'Assemblée nationale? Vous avez déjà, je ne sais pas si vous l'avez suivi, un député qui menace de prendre les armes au cas où les présidents prenaient la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas craindre une sorte d'incident malheureux au cas où cette décision serait prise par les présidents? Bon, vous savez, par moment, on a la difficulté d'être politique, aussi longtemps qu'il y a certains acteurs qui veulent qu'on joue le rôle de médecin. Parce qu'il y a de petits problèmes psychologiques, il y a de petits problèmes de santé, il y a de petits problèmes de cerveau de certains acteurs politiques. Alors à tout moment, on a le rôle, en même temps, d'enseigner avec les valeurs citoyennes, en même temps, on a le rôle ou la responsabilité de pouvoir apporter des mesures thérapeutiques appropriées pour ce genre de personnes qui souffrent de ces genres de maladies que je considère des crises épileptiques. Ça, c'est un discours tout à fait déplacé parce que l'affaire de la Constitution, c'est l'affaire du peuple. Vous et moi, le média, en tant que nous, politiques, nous avons justement la responsabilité de dire à notre peuple de faire attention, d'être vigilant à l'égard de ce genre de personnes qui tiennent ce genre de propos. La guerre, ici, parce que nous avions respecté la Constitution, la guerre, parce que le chef de l'État s'est octroyé de son privilège constitutionnel de pouvoir faire ce que le peuple lui a demandé de faire, parce que la Constitution de notre pays, c'est une expression directe du peuple congolais. Vous voulez faire la guerre contre le peuple? Effectivement, aussi nous a déjà donné le plus grand serment, le peuple gagne toujours. Et comme le peuple s'attache indélébilement du côté de Félix Tshisekedi, sachez que Félix Tshisekedi gagnera toujours. Mais si quelqu'un n'a pas de boulot, il n'a que la politique comme gagne-pain et que vous aujourd'hui, vous voulez, en tout cas, vous voulez lui gravir sa qualité ou son statut de député national, c'est le seul moyen qui lui permet de vivre. Est-ce qu'il ne peut que penser aux armes? Non, mais la politique ne doit pas être une affaire d'abord du ventre. C'est les combles malheureusement ici au pays. Mais c'est ce que nous déplorons. Et dans le système et régime les gens veulent faire de la politique une carrière. Je suis désolé. Parce que nous devons avoir des vrais représentants du peuple, ceux qui apportent de vraies solutions aux problèmes du peuple. Allez interroger à ceux-là qui créent des discours, qui disent des discours incendiaires, des discours compromettants aux acquis de la République. Allez leur dire ce qu'ils ont pu proposer comme remède par rapport aux gangrènes qui ne cessent d'infester notre population. Aucun. Ils ne réfléchissent pas, ils sont dépourvus de toute idée, ils ne savent même pas comment apporter des solutions en tant que représentants du peuple aux problèmes de la population. Ils ne voient pas pourquoi ils partaient au Parlement. Ils ne font rien. Alors je crois qu'il a tout intérêt de lâcher ses responsabilités parlementaires parce que le peuple l'a mandaté pour des raisons, de représenter le peuple et de parler au nom et pour le compte du peuple. Surtout que nous sommes dans un contexte où l'impératif de la démocratie, des représentations s'impose. On ne peut pas utiliser la représentation, disons, le format de la démocratie directe où tout le peuple congolais aujourd'hui, nous valons. Nous sommes un peuple au-delà de plus de 80 millions d'habitants. Tous les 80 millions d'habitants ne peuvent pas se retrouver, eux tous, dans le Parlement pour parler de leurs problèmes. C'est comme ça qu'il y a des représentants, ceux qui ont été mandatés au moyen des élections démocratiques pour représenter le peuple. Si aujourd'hui, quelqu'un pense que ce travail-là, ce lourde charge-là de représenter le peuple, il ne peut plus le faire, il n'a qu'à prendre ses clics et claques et s'en aller. Et cela serait aussi une occasion pour notre peuple de se rappeler sur la qualité de gens à faire confiance
afin de les représenter au sein du Parlement. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste, ce n'est pas parce qu'on est chanteur, ce n'est pas parce qu'on est je ne sais pas moi quoi, qu'on a pratiquement le pouvoir de représenter le peuple au sein du Parlement. Il faut réfléchir, il faut dire à ce gens-là de réfléchir, de pondre des idées parce que le Parlement est une machine de réflexion législative afin de créer des lois générales et de lois impersonnelles. Très bien, l'émission est complètement terminée. Vous allez regarder la caméra. Un dernier message au public et si possible, vous coordonnez à tous ceux qui aimeront bien poursuivre les débats avec vous. Ce que je peux dire à notre population, c'est de rester sereine. Nous travaillons avec le président de la République. Nous avons décidé de jeter notre dévolu au président de la République lors des élections de 2018. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec la première année, vous avez vu des prouesses incontestables, des actions très positives du président de la République. Et nous en sommes sûrs pour cette nouvelle année 2020, déjà décrétée comme année d'action. Action pour le peuple. Action pour la population congolaise. Et donc, nous avons intérêt à accompagner le chef de l'État en tant qu'acteur de la bonne gouvernance. C'est par là que nous, justement, nous allons sauver notre Congo qui est notre dénominateur commun. Et donc, pour ceux qui veulent me contacter, c'est tellement très simple. Appelez-moi au plus 243 82 12 98 955. Je répète, plus 243 82 12 98 955. Manix Ieda, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. Fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique, Néhémie et Jacob pour ces belles images. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.